Hello tout le monde, moi c'est Léa. Moi je suis Lorlaï. On est deux cavalières amateurs passionnés et on a créé le premier podcast pour les amoureux des sports équestres. 2 fois par mois, on part à la rencontre d'une personnalité du milieu qui nous parle de son parcours, de son métier et de son quotidien. Et nous voilà de retour pour ce 31e épisode. Alors si je vous dis voltige, ça ne vous dit rien ? En toute honnêteté, nous non plus. Avant cette rencontre avec Lambert Leclésio, nous étions des purs néophytes de la voltige. Et pourtant, rares sont les moments vrais et sans filtre, comme celui que nous avons vécu avec Lambert. Il est le jeune prodigue de la voltige française. Sacré 2 fois champion du monde à seulement 23 ans, Lambert ne souhaite pas en rester là et met tout en œuvre pour obtenir un nouveau titre dans les années à venir. D'origine mauricienne, il change de nationalité après son premier titre de champion du monde et représente désormais la France. Il quitte alors famille et amis pour s'installer au pôle d'entraînement de l'École nationale d'équitation à Saumur, où il y suit un entraînement physique strict. Son but ? Partir à la conquête de ses rêves d'enfant. Nous avons vécu un moment très particulier et nous sommes très fiers de vous faire découvrir une nouvelle discipline à travers l'histoire de Lambert Leclésio. Je vous souhaite une très belle écoute. Cet épisode est rendu possible grâce au soutien de la marque Lamicelle. Pour la seconde fois, Lamicelle a choisi de s'associer à notre podcast pour vous présenter cet épisode ambitieux et passionné. Depuis plus de 20 ans, la marque design du matériel de qualité à destination de tous les cavaliers, de toutes les disciplines. À l'image de ce partenariat avec notre invité Lambert Leclésio, champion du monde de voltige, Lamicelle s'engage dans un sport juste, à l'écoute du bien-être du cheval et de celui des cavaliers. La marque opère également une attention très marquée à l'éco-responsabilité et propose chaque jour davantage des gammes produites avec de hautes exigences environnementales. Mais qui mieux que Lambert pour vous parler de Lamicelle ? Au cours de notre échange, Lambert s'est confié sur l'importance de ce partenariat et il nous semble que ces quelques mots extraits de notre conversation illustrent parfaitement le savoir-faire et la qualité Lamicelle. C'est hyper important d'avoir un partenaire comme Lamicelle, qui puisse nous donner le matériel qui va à la même exigence que ce que nous on demande à nos chevaux. Donc on peut pas se dire voilà, on se permet d'avoir un cheval qui concourt au plus haut niveau, auquel on demande énormément d'efforts et de travail, et d'avoir du matériel de pas bonne qualité. Pour moi, c'est juste pas possible. Comme Lambert Leclésio, comme Benjamin Ayot et comme tant d'autres champions, on vous encourage à découvrir ou redécouvrir le plaisir de monter à cheval grâce au matériel Lamicelle. Allez, c'est parti. Bienvenue dans I Am an Equestrian, le podcast. Belle écoute. Bonjour Lambert, tu as 23 ans et tu es d'origine mauricienne. Tu portais d'ailleurs cette nationalité jusqu'en 2016 et tu es double champion du monde de voltige. Je crois qu'à partir d'ici, on a déjà annoncé la couleur. Tu es, selon la presse, le jeune prodigue de la voltige et tu ne sembles pas vouloir t'arrêter ici. Donc, petit aparté pour toi et pour nos auditeurs, on est des néophytes de la voltige, on n'y connaît absolument rien et la plupart de nos auditeurs sont plutôt tournés discipline olympique comme nous. Donc, on va essayer d'en apprendre un peu plus grâce à toi. Est-ce que tu pourrais commencer en nous racontant qui tu es, ton parcours, comment t'en es arrivé là, quel a été le moment où tu as rencontré les chevaux pour la première fois et à quel moment tu as décidé de faire de la voltige ? Donc bonjour, je m'appelle Lambert. Donc comme tu l'as dit, effectivement, je fais de la voltige. J'ai commencé maintenant il y a à peu près 13 ans. Alors comment je suis arrivé dans le monde du cheval ? J'ai commencé dans un tout petit club à l'île Maurice, qui était pas trop loin de chez moi. Ma sœur, elle montait à cheval, donc elle faisait de l'équitation classique. Et j'ai commencé aussi comme ça. Donc les premiers contacts que j'ai eus avec le cheval, c'est en faisant de l'équitation, CSO, dressage, donc comme tout le monde. Et la voltige, je l'ai découvert lors d'un stage d'initiation. Et c'était voilà un stage juste pour découvrir la discipline. Et je m'y suis mis. Je faisais un peu de gym aussi à côté. Et du coup, c'était quelque chose qui m'intriguait et qui m'intéressait beaucoup. Et je suis resté au fur et à mesure. Du coup, je suis resté dans la discipline. J'ai commencé à faire des concours. Et j'aurais jamais pensé arriver à ce niveau-là. Et c'était un rêve, bien sûr, d'enfant, de me dire j'aimerais bien un jour aller faire des concours en Europe. J'aimerais devenir champion du monde. Je me rappelle, je le disais à mon grand-père quand j'étais petit. Mais c'était vraiment des rêves d'enfant et je pensais pas vraiment que ça se concrétiserait comme ça. Du coup, après ta première médaille d'or au championnat du monde, c'était en 2016, tu décides de changer de nationalité. Donc tu étais de nationalité mauricienne, tu courais pour l'île Maurice et tu es passé sous les couleurs françaises. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a motivé ton choix ? Je crois que c'était juste avant Tryon.
La question de changement de nationalité, elle s'est posée depuis assez longtemps avant en fait, mais elle s'est pas vraiment faite. Depuis que j'ai à peu près 16-17 ans, je réfléchissais déjà à changer de nationalité, à venir au pôle ici à Saumur et de m'entraîner avec les autres de la voltige au pôle et être un peu plus pro dans ma discipline. Mais c'était un peu plus compliqué parce que j'étais scolarisé à l'île Maurice, donc je vivais encore chez mes parents à l'île Maurice. Et ça a été assez compliqué aussi, je pense pour eux, de se dire, voilà, on laisse notre enfant partir en France alors que nous on habite à l'île Maurice. Intégrer un pôle, changer de nationalité, ça faisait un peu beaucoup de choses. Donc on a laissé mes années de junior se terminer, donc en 2015. 2016, la question se posait aussi, mais on se disait au fait, si je change de nationalité maintenant, je peux pas concourir les championnats du monde. Parce qu'on a une période de latence de 2 ans où au fait on peut pas concourir de championnat ni de coupe du monde. Ce qui fait qu'au fait j'étais plutôt pas mal cette année-là, j'avais fait des bons concours. Et je pensais pas, j'étais un peu outsider, donc le but c'était pas forcément d'avoir la médaille d'or, mais j'avais quand même une bonne chance d'avoir une médaille. Du coup on s'est dit ce serait un peu dommage de changer maintenant, vaut mieux changer une année d'Europe et concourir les mondes cette année en tant que Mauricien et faire le changement de nationalité après. Alors donc c'est ce que j'ai fait. Cette médaille d'or, elle a été juste géniale et de la gagner pour l'île Maurice, c'était vraiment une fierté pour moi, pour mon pays, pour tous les gens qui m'ont accompagné dans la fédération et chez moi. Mais c'était un moment, je pense, où c'était un peu important pour moi de passer un cap, de justement passer dans un contexte un peu plus professionnel, intégrer un pôle, avoir un suivi plus régulier avec médecins, kinés, chorégraphes, des entraîneurs qui sont là en permanence sur le pôle, m'entraîner avec d'autres personnes qui ont un niveau proche au mien. Donc c'est quelque chose qui m'a énormément stimulé de pouvoir changer de nationalité et de vivre tout ça. Concourir sur des chevaux français qui étaient de très bons chevaux. C'est comme ça que j'ai commencé à voltiger sur Poivre, notamment avec lequel j'ai gagné les Jeux en 2018. Donc c'était énormément de raisons qui m'ont poussé au fait à changer de nationalité après les championnats du monde de 2016. Alors la voltige, là c'est ce que tu disais, la voltige c'est une discipline individuelle mais que tu pratiques assez en équipe. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de l'organisation qui gravite autour de toi au pôle ici? Je sais qu'il y a le longeur, le groom, l'entraîneur, le kiné, etc. J'aimerais bien que tu nous expliques un peu les différentes parties prenantes de ta performance. Ok, alors la voltige, il y a une partie individuelle et il y a une partie qui peut se faire en équipe aussi. Okay. Donc moi j'ai toujours été en individuel. En tant que Mauricien, j'ai jamais eu l'occasion d'avoir une équipe, donc il faut être 6. Ah, okay. Et j'ai jamais eu la possibilité de concourir dans une équipe, donc j'ai toujours fait de l'individuel. Au pôle, cette année, on a l'entraîneur national, David Delair, qui gère un peu les entraînements de tout le monde, donc qui est à la tête, mais qui en ce moment n'est pas vraiment sur le terrain. Donc c'est Bamdad Memarian, un Allemand qui entraînait l'équipe d'Allemagne jusqu'en 2018, qui a maintenant intégré le pôle et qui nous entraîne au quotidien. Le pôle, c'est du lundi au vendredi, on s'entraîne 2 fois par jour, donc on est à peu près à 25-30 heures d'entraînement par semaine. Et le week-end, c'est des entraînements un peu plus individualisés. Donc on prend un jour de repos, soit le samedi, soit le dimanche, et on a un jour où on s'entraîne. On a des entraînements à la salle de gym, généralement 2-3 fois la semaine. On a 3 heures où on part à la salle de gym, entraînement sur les agrès, donc on fait toutes les accros dans les fosses, trampoline, on s'entraîne beaucoup sur les barres, tous les placements ATR, donc on a ce côté hyper très gymnaste, je pense qu'ont pas du tout les autres du sport équestre. On a énormément de préparation physique, donc je pense qu'on a 3-4 fois par semaine des grosses séances de préparation physique, donc qu'elles soient générales ou spécifiques. Générales, ce sera plus purement jambes, abdos, les bras, donc avec les poids, des abdos, des squats, enfin très général. Et puis de la préparation physique plus spécifique qui est orientée avec les mouvements qu'on doit reproduire à cheval, donc beaucoup de placements ATR, donc on est beaucoup je sais pas si vous voyez c'est quoi ATR. Oui, c'est l'équilibre. Ouais. Donc on travaille beaucoup sur les mains, stabilisation sur les mains, beaucoup de proprioception aussi pour éviter tout ce qui est blessure. Okay.
Et en plus de tout ça, on a les entraînements à cheval qui représentent au fait une toute petite partie de notre entraînement. Donc les entraînements, nos chevaux, on les sort à peu près 2 fois la semaine. On a 3 chevaux de répétition et un cheval de tête donc qu'on prend pour les concours. Ok. Ça, c'est donc 3 chevaux de répétition et un cheval de tête par voltigeur, par personne. Non, alors le cheval de tête, le cheval sur lequel on fait de la compétition, normalement il est propre à chacun, donc chaque individuel a son cheval. Ça arrive qu'il y ait 2 individuels sur un cheval ou qu'il y ait un parentage avec le cheval, mais généralement c'est un voltigeur, un individuel et son cheval. Les chevaux d'entraînement par contre, c'est général à ceux qui sont au pôle, on est généralement maximum 3 ou 4 sur les entraînements. Mais ouais, ça peut arriver qu'on soit à plus d'une personne. D'accord. Est-ce que tu peux nous décrire du coup une semaine type dans ta vie? On imagine que à ton niveau de pratique, tu as un entraînement donc très important, donc physique, tu viens de nous le décrire, mais pas que. Est-ce que toi, tu peux nous décrire un petit peu du coup ta semaine type? Alors la semaine type, je pense que on commence généralement le lundi. À peu près vers 9h, donc de 9h à midi on s'entraîne en salle. On a aussi un cheval mécanique, donc sur lequel on peut répéter au fait nos programmes. On a 3 programmes en individuel, un programme imposé, c'est-à-dire c'est 8 figures, tout le monde a les mêmes figures et on doit les enchaîner dans l'ordre. On a un programme technique avec 5 figures qu'on doit mettre dans un programme d'1 minute et un programme libre où au fait on a 1 minute et puis on est carte blanche pour créer ce qu'on veut avec certaines règles, enfin certaines orientations de groupe structure. On doit pas, par exemple, tu peux pas passer 1 minute à faire que du debout ou être que sur les mains. Donc c'est pour harmoniser un peu les figures dans les programmes. Mais tu fais quand même ce que tu veux. Donc là c'est un programme où tu dois être beaucoup plus original, etc. Donc le lundi généralement on est en salle le matin, l'après-midi on revient en salle à peu près vers 14h et on a un cheval entre à peu près 16-17h. Et quand on finit le cheval, donc on a les soins et on finit généralement la journée vers 18h30, 19h. Le mardi matin, on part à la salle de gym. Donc on est de 9h à 11h30 midi à la salle de gym. Donc là, c'est préparation physique, on est sur les agrès. Voilà, principalement orienté sur ce côté un peu gymnique qu'on doit avoir. L'après-midi, c'est retravail sur les programmes en salle, donc à l'ENE et éventuellement à cheval. Le mercredi matin, on est en salle aussi. On répète beaucoup les programmes, soit le programme technique, soit le programme libre, soit le programme imposé. Ça dépend donc en fonction un peu des semaines et des chevaux qu'on sort. Le mercredi à midi, je fais mon cheval à moi, donc mon cheval PRCO. Et l'après-midi, on fait généralement de la préparation physique. Et on n'a pas de chevaux, donc on finit la préparation physique. On est à peu près 3-4 heures en salle. Le jeudi, on repart à la salle de gym le matin. L'après-midi, on repart dans la salle avec le cheval mécanique pour refaire les programmes, pour ensuite aller à cheval. Le vendredi, on est en salle toute la journée. Donc le matin, on retravaille les programmes. Je resserre mon cheval le midi et on est en salle l'après-midi. Le week-end, généralement, on profite pour être un peu plus light, donc pour se reposer un petit peu. Donc généralement, je prends soit mon samedi, soit mon dimanche off. Et l'autre jour, je profite pour faire un entraînement un peu plus light, donc avec principalement des étirements, revoir un peu des passages de programme, faire 2-3 exercices de proprio, passer un peu de temps sur des choses qu'on ne fait pas forcément pendant la semaine, mais reprendre voilà un peu gentiment et rattaquer la semaine après le lundi. T'as un programme sportif qui est assez strict quand même, tu t'entraînes beaucoup. Est-ce que tu te considères plus comme un sportif athlète professionnel que comme un cavalier? Parce que là où je veux en venir, c'est qu'on voit que nous, dans nos disciplines, le jumping, le dressage, etc., les cavaliers se mettent tout juste à la préparation physique et à courir un peu le dimanche. Toi, c'est pas du tout pareil. Est-ce que t'es plus un sportif qu'un cavalier au final? Je pense que pour nous, c'est indispensable au fait d'avoir ces qualités athlétiques. Et si on les a pas, au fait, on peut jamais arriver sur un championnat, on peut pas aller concourir des grosses échéances. Donc depuis le départ, au fait, si on veut être bon, on a cette contrainte au fait d'être prêt physiquement et d'avoir tous les muscles et toute cette coordination qu'il faut au fait pour pouvoir reproduire ce qu'on veut faire à cheval. Donc on est
effectivement, on a ce statut de sportif de haut niveau, mais qu'ont aussi, je pense, les cavaliers qui concourent sur des grosses échéances. Mais c'est impossible, vraiment impossible, je pense, d'arriver au haut niveau en voltige sans avoir énormément de préparation physique, d'étirements, donc de qualité athlétique qui voilà sont juste incontournables pour arriver à ce niveau-là. Et en marge de tout ça, est-ce que tu as aussi une hygiène de vie très stricte ? Alors, je pense que l'hygiène de vie, elle suit un peu le rythme de nos entraînements. Donc, forcément, on arrive, on est crevé, donc on dort tôt. On fait attention à ce qu'on mange sans être sur un programme strict. Donc, voilà, c'est plus ne pas manger de choses néfastes. On boit pas, on ne fume pas. Enfin, on est clean par rapport à ça, sans être psychomaniaque par rapport à ce qu'on mange. Mais oui, on fait attention à notre hygiène de vie et ça se ressent beaucoup aussi aux entraînements. Donc, on sait que si on dort tard ou que les gens qui font la fête, etc., ils le sentent assez rapidement, je pense, par rapport à la dégradation de leur état à l'entraînement. Donc, on est assez contraint par rapport à ça, c'est sûr. Pour revenir un peu au travail d'équipe, quand tu prépares un programme de voltige, il y a donc tout un côté un peu créatif avec la musique, le costume, etc. Donc tu as un chorégraphe, tu nous en as parlé un peu au début. Est-ce que tu peux nous dire un peu comment ça se construit un programme, quelles sont les différentes étapes pour arriver au final à une reprise comme celle que tu as fait aux Jeux équestres mondiaux ? Alors, la création d'un programme, c'est un processus assez long. Généralement, on le fait à la reprise de la saison, donc après nos gros championnats qui sont pendant l'été, juillet, août généralement. Donc après ces championnats, on a une petite période généralement on prend trois semaines ou un mois où tout le monde est en break, les chevaux ils vont au pré. Et quand on revient, on se met à écouter au fait des musiques, on essaie de rechercher un univers assez spécifique artistiquement. Donc d'avoir voilà de se créer cet univers, dans quel univers j'ai envie d'aller cette année, si c'est sur une ambiance un peu plus légère, un truc un peu plus un peu plus imposant que enfin dépendant aussi de ce qu'on a fait les autres années et de ce qu'on veut acquérir. La musique influence beaucoup, je pense. Moi, je fonctionne beaucoup à travers la musique. Qu'est-ce que la musique m'inspire? Des fois, c'est juste à écouter des musiques sur Spotify ou de les mettre aux entraînements. Et puis, ah tiens, cette musique-là, je l'aime bien, j'aime bien ce qu'elle dégage et j'aimerais essayer d'élaborer quelque chose dessus. Et après, ça se construit au fur et à mesure autour de cette musique-là ou de cette ambiance qu'on a envie de créer. La composition intrinsèque du programme, elle se fait en essayant des nouvelles transitions, en essayant des nouvelles figures, comment les amener, comment essayer de changer ce qu'on a fait par rapport aux autres années, comment innover, apporter de nouvelles figures, des choses nouvelles pour rester dans ce rester aux yeux des juges et aux yeux du public quelqu'un d'intéressant à regarder. C'est-à-dire pas quelqu'un qui arrive avec le programme qu'on a vu pendant 5 ans et puis on se dit c'est encore la même chose, c'est plus très intéressant à regarder. Donc on est assez contraint aussi par rapport à ça de se dire cette année je vais innover encore une fois, apporter des nouvelles figures et un nouveau programme. Et puis ça fait 2 ans que sur le programme libre, je demande à quelqu'un de faire la musique. Okay. Donc je commence sur une musique que je trouve et puis que je trouve intéressante, mais il y a toujours, je suis jamais satisfait à 100% de la musique. Je me dis toujours il manque quelque chose au début où là la musique elle peint pas à ce moment-là la figure que je veux faire, elle a pas l'intention que j'ai envie de donner à tel et tel moment. Donc du coup je crée le programme autour d'une musique et je dis voilà à ce moment-là c'est ça que je veux. Essaye d'avoir une musique un peu plus calme à cet endroit-là, qui fasse ressentir tel mouvement, tel accent sur un geste chorégraphique ou que ce soit. Et puis voilà, la musique se crée aussi depuis 2 ans, en tout cas sur le programme libre comme ça. Okay. On parlait donc de ton équipe, de toute l'équipe fédérale qui est avec vous au pôle, de ton chorégraphe, tu disais que vous aviez des kinés, mais il y a une personne dont en fait on parle peu et qui je crois est pourtant extrêmement importante et centrale dans la voltige, c'est le longeur.
Alors nous, on n'a pas vraiment bien cerné, je crois, le rôle du longeur et aussi les grandes qualités, parce que on longe tous nos chevaux. Tous les cavaliers de toutes les disciplines sont capables de longer un cheval, mais pour autant, je pense qu'on n'est absolument pas capable de venir longer une épreuve de voltige au championnat du monde. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu justement de ce rôle-là et des grandes spécificités de longer un cheval pour de la voltige? Alors, c'est vrai que c'est important de parler du longeur. Donc, il a une place primordiale dans l'équipe. En fait, on rentre, donc on n'est jamais tout seul quand on rentre en piste. On n'est pas juste avec son cheval. Donc, on rentre avec ce longeur. On doit avoir une confiance énorme en cette personne. Le longeur, il est souvent aussi cavalier. Donc, il est souvent celui qui entraîne le cheval. Donc, pour prendre mon cas cette année, avec mon nouveau cheval Estado, c'est Loïc qui le monte et qui le longe. Donc, il a ce suivi du cheval sous la selle. Donc, comment est-ce qu'il veut le faire progresser par rapport à la discipline? Est-ce qu'il va rechercher à le rassembler un peu plus, à lui donner plus d'équilibre? Enfin, c'est lui qui gère aussi par rapport à ce qu'il voit à la voltige. Et c'est lui qui longe. Donc, il y a ce double contact cavalier et longeur du cheval. C'est plus difficile que ce qu'on pense. Donc, notre cheval, nous, enfin, on le demande en voltige. En fait, on est assez strict. On le demande d'être hyper régulier et d'avoir une cadence, au fait, où le cheval, il ne loupe pas une foulée. C'est-à-dire, il a un équilibre et un équilibre qui doit pas varier par rapport à ce que nous on fait. Donc nous on bouge de la croupe à l'encolure, à l'intérieur, à l'extérieur, on passe, je sais pas si vous avez vu où il y a des mouvements au fait où on tape au sol, on revient à l'extérieur ou à l'intérieur. Et pour des chevaux, si on prend un cheval novice, il serait pas capable de rester sur le cerf comme nos chevaux qui vont au concours le font. Donc on leur demande voilà cet équilibre, mais surtout cette régularité. C'est-à-dire que nous on fasse une petite erreur ou qu'il y a un programme voilà qui s'enchaîne et qui parfois peut être difficile pour le cheval à équilibrer, il doit toujours rester dans cette même cadence. Et le longeur, c'est là qu'il intervient aussi, il est synchronisé avec le voltigeur et le cheval. Il y a des moments où quand on crée nos nouveaux programmes, je demande OK, ici je sens que le cheval il ralentit, c'est un peu plus dur, le longeur, il va le relancer un peu avant ou pile sur le moment ou faire une petite action à la longe pour que le cheval il se redresse un tout petit peu à la fraction de seconde où toi tu fais un mouvement pour que ce soit plus facile. Donc il y a cette communication qui se fait entre le longeur et le voltigeur pour que le cheval au fait il soit au top à n'importe quel moment du programme. Donc c'est plus compliqué que ce qu'on pense. Non, en effet, il a vraiment une place centrale. Et alors, je rebondis sur un truc que tu as dit. C'est lui qui monte les chevaux un peu la semaine. Est-ce que toi, tu montes pas du tout, j'ai l'impression, dans ton programme, de façon classique, j'entends. Et du coup, quel est ton niveau à cheval en tant que cavalier classique comme nous, hein, finalement? Alors, j'ai arrêté l'équitation classique quand j'ai commencé la voltige. Donc, ça fait 13 ans qu'au fait, j'ai pas vraiment monté sérieusement un cheval. Donc je le fais de temps en temps, donc aller en balade sur les pistes ou des trucs comme ça, mais c'est pas moi, j'ai pas le niveau, j'ai pas les compétences de venir préparer un cheval pour des échéances comme ça. Donc je le laisse au longeur, donc en l'occurrence là Loïc qui lui est capable de préparer le cheval pour qu'il soit au mieux de sa forme pour des championnats et pour des grosses compétitions. Ma relation au cheval, on est un peu plus comme le pote, en gros, l'ami du cheval. Moi, tout le temps que je passe avec lui, c'est les soins, c'est le doucher, c'est l'emmener brouter, c'est l'emmener marcher en main sur les pistes. Donc généralement, le week-end, quand je prends mon jour off, donc je viens m'occuper de mon cheval le matin, l'après-midi, de venir passer du temps avec lui, mais vraiment du temps de loisir. Donc on est un peu celui qui fait un peu les conneries, si je peux dire, avec le cheval, donc qui passe ce temps un peu plus amical et cette relation un peu plus amicale, plus que entraîneur et entraîné. Ouais. Voilà. Okay. Donc c'est une relation aussi assez importante, je pense, en voltige d'avoir. Que le cheval il ait entièrement confiance en son voltigeur. Donc je sais que le cheval que je suis en train de mettre,
je sais pas si pour le moment, si on met quelqu'un d'autre dessus, s'il sera exactement pareil, parce qu'il me fait confiance par rapport à tout le temps que je passe avec lui. Et je sais pas s'il donnerait aussi facilement confiance à un autre voltigeur à faire tout ce que tu veux avec lui, quoi. Comment est-ce que tu choisis un cheval de voltige? Qu'est-ce qui fait qu'un cheval peut être bon et prédisposé pour faire de la voltige? C'est assez difficile de trouver un très bon cheval de voltige. Nous, après les Jeux, quand Poivre il est allé à la retraite, on a pris beaucoup de temps avant de retrouver le cheval que j'ai là cette année. On en a essayé, je pense, plus d'une quinzaine, voire une vingtaine. Et en vidéo, et puis juste voir les vidéos à la monte ou critères de taille, enfin tous les critères qu'on a, on a sélectionné 35 et puis au final il y en avait peut-être dedans 2 qui en valaient la peine pour vraiment faire un bon cheval de voltige. À mon niveau et par rapport à ce que mes programmes et puis ma taille, mon gabarit, je recherche un cheval qui est généralement assez grand, donc entre près 1m80. Un cheval qui a naturellement un bon équilibre. On recherche des chevaux qui sont de plus en plus orientés dressage, donc qui ont cette capacité à rassembler le galop, qui sont uphill, je sais pas comment on dit en français, qui sont vers le haut, et voilà, qui ont une bonne qualité de galop. Donc ça devient de plus en plus important. 25% de la note en voltige, c'est la qualité du cheval. Donc on est obligé maintenant d'avoir des chevaux qui ont une bonne qualité de base. Après, une fois qu'on a tout ça, on doit avoir un cheval qui est très très bien dans sa tête. Donc généralement, on monte dessus, on doit pouvoir aller sur la croupe. Le cheval, si tu passes les pieds juste devant ses yeux, le cheval, ça doit pas l'inquiéter, il doit pas être en stress, donc il doit être très très calme par rapport à un voltigeur qui se met à bouger sur son dos. Alors qu'à la base, en fait, ils ont pas du tout l'habitude d'avoir quelqu'un qui bouge au-dessus. On a parlé de ton programme à toi, et quel est le programme de tes chevaux? Parce que alors du coup, ils sont montés par ton longeur, ils sont entraînés. Est-ce que tu peux nous dire un peu, donc tu en as un avec lequel tu concours, et tu en as 3 autres sur lesquels tu répètes. Comment est-ce que ces chevaux ils travaillent tout au long d'une semaine, et aussi comment elle est construite la saison de voltige? Est-ce que vous avez un moment de pause, etc. Combien il y a de concours dans le mois, enfin de concours de représentation? Est-ce que tu peux nous dire un peu tout ça? Le cheval, généralement, on voltige 2 fois la semaine. Sont des séances assez courtes, surtout avec nos chevaux de compétition. En fait, on essaie de les préserver un maximum sur le cercle. Donc, on fait des entraînements assez courts. On répète principalement nos programmes sans faire tout ce travail de répétition, donc de mouvements séparément. En fait, on les travaille sur les chevaux de répétition. Et sur nos chevaux, on profite pour vraiment travailler nos programmes complets. Le reste de la semaine, le cheval il est monté, donc dépendant des séances qui ont été faites en voltige, si ça a été plus ou moins dur ou pas, le cavalier, donc le longeur, adapte les séances, soit il part en trotting, soit il le monte plus dressage pour vraiment le travailler sur le plat. Ou une fois la semaine, ça arrive qu'on fasse de la liberté, donc on les fasse travailler en liberté, juste travailler sur les barres pour les délier un petit peu. Mais on saute généralement pas avec nos chevaux, donc ils font principalement du plat, trotting. Si on sent qu'ils ont besoin d'un jour de repos, on les emmène juste en balade, donc juste balader sur les pistes, et puis 2 fois la semaine la voltige. Comment la saison elle est organisée, donc tu m'as demandé aussi. On a avec un cheval généralement 2 gros concours. Okay. Et 2 gros concours des CVI qu'on appelle, donc des concours de voltige international. Okay. Et le championnat de France et le championnat d'Europe ou le championnat du monde. Donc ça fait 4 concours, 2 internationaux, un championnat de France et un championnat du monde ou un championnat d'Europe. Les championnats donc internationaux, les concours internationaux sont généralement début d'année, donc avril ou mai. Les championnats de France sont généralement début juillet, et un championnat d'Europe ou du monde qui sont fin juillet, début août, ou comme les Jeux, par contre c'était septembre.
Donc, mais les jeux, c'est le seul au fait qui se fait aussi tard. Généralement, on finit notre saison début août, fin juillet. Enfin, fin juillet, début août. Euh, on a après les championnats du monde ou d'Europe un mois de break avec le cheval. Donc, il fait pas de voltige. Il va 2, 3 semaines auprès. On le reprend gentiment au travail et puis on reprend tout doucement la voltige sur des choses simples. Après le deuxième gros concours international de la saison, on laisse généralement le cheval 1 ou 2 semaines sans voltige, donc avec un travail un peu plus léger pour reprendre un peu de force avant de rattaquer la dernière ligne droite de préparation pour les championnats de France et les championnats du monde ou d'Europe. Et puis voilà. Voilà, nous sommes déjà à mi-épisode. On espère que Lambert Leclésio a réussi à vous immerger dans son monde, celui de la voltige, et que vous prenez autant de plaisir que nous à découvrir cette nouvelle discipline. Nous prenons quelques instants pour remercier notre partenaire, la marque Lamicelle. Cette année encore, Lamicelle et sa gamme Metalab apportent leur soutien en matériel à de nombreux sportifs qui aiment leurs chevaux. Font partie de la team le Canadien Eric Lamaze, le Belge Grégory Watley, Nicolas Delmotte, invité de notre épisode numéro 15 pour rappel, ou encore Alexandra Francard. La marque est également, depuis 2 saisons, fournisseur de l'équipe de France, notamment pour les disciplines olympiques, et s'est engagée à soutenir des circuits internationaux à travers le monde, comme le Longines Masters et en France avec le Grand National FFE et l'Amateur Gold Tour FFE. Pour en savoir plus, rendez-vous sur leur site internet ou sur leurs réseaux sociaux. Je laisse place à la seconde partie de cet épisode avec Lambert Leclésio. Belle écoute! Du coup, tout à l'heure, ce qu'on te disait quand tu es arrivé, on était allé enregistrer donc à l'ENE, à l'École nationale d'équitation, et on s'est rendu compte, puisque nous c'était la première fois qu'on y allait, que c'est un énorme complexe qui rassemble en fait tout le monde, les chevaux d'école, les chevaux de représentation, et donc toi tu t'entraînes dans ces locaux-là en fait. Tu es donc encadré par tous les écuyers, tu es entouré par tous les écuyers du Cadre Noir. Et on se demandait si leur rigueur, leurs compétences, leur expertise, tu pouvais aussi t'en servir toi. Est-ce qu'elle t'influence? Est-ce que tu peux être accompagné par ces personnes-là? Accompagné, c'est vrai qu'on les côtoie au quotidien. Par contre, on a une salle qui nous est dédiée au fait on s'entraîne et du coup, quand on est dans cette salle et on s'entraîne avec les autres voltigeurs, on n'a pas ce contact avec eux. Je pense que là où il est plus intéressant, ce contact, c'est par rapport aux longeurs et aux cavaliers qui, en fait, montent souvent avec ces écuyers donc, qui parfois demandent de l'aide. Au travail, ils sont très forts à tout ce qui est travail à pied, donc tout le travail de longue graine, etc. Donc je sais que nos chevaux, ils en font aussi influencés, je pense, par ce travail des écuyers. Donc ils se font aider pour avoir de nouvelles façons de travailler et, qui sont très intéressantes pour nous aussi en tant que, enfin, dans notre discipline. Et puis oui, c'est plus, je pense, de ce côté-là où, au fait, on est influencé par rapport au travail de nos chevaux et qu'on les côtoie et qu'on demande de l'aide. Est-ce que tu trouves que le cheval, voilà, est-ce que je devrais le travailler plus comme ci, plus comme ça? Comment tu le trouves par rapport à la semaine dernière? Donc, il y a des échanges qui se font comme ça. Là où on profite vraiment du cadre, enfin de tout ce qui est mis en place à l'ENE, c'est l'heure des représentations. On peut participer aux représentations de PPCN, donc les jeudis matins, on a des représentations les matinales qui nous permettent au fait de répéter nos programmes avec musique et un public. Donc pour nous c'est ce qui se rapproche le plus de la compétition, de se mettre le cheval et nous dans cet esprit de compétition, de préparation du programme, un peu plus sous pression, avec plus de facteurs qu'à l'entraînement. Et puis, c'est vrai que nos détentes aussi, on les partage avec les écuyers, donc il y a beaucoup, ils travaillent leur reprise en même temps, donc il y a beaucoup de choses qui se passent autour du cheval pendant la préparation, qui fait qu'au fait, quand on arrive sur un concours classique, ben c'est chacun sa piste, les choses sont plus délimitées et plus simples, et du coup que plus simple aussi et bénéfique pour nos chevaux qui préparent des concours. On a parlé de ta préparation physique tout à l'heure, mais j'aimerais bien parler de ta préparation mentale. Parce que t'es quand même à 17 ans, 6e des championnats du monde de Caen. Ensuite, t'es devenu champion du monde à 19 ans au Mans,
en 2016 et de nouveau en 2018 à Tryon. Et on sait que les championnats du monde en voltige, c'est ce qui constitue la plus grosse échéance vu que ce n'est pas une discipline olympique. Comment est-ce qu'on gère une telle pression à cet âge-là? Parce que le plus difficile, c'est encore de réitérer une telle performance, et tu l'as fait. Donc, est-ce que tu as été entouré ou pas du tout? Comment est-ce que tu as vécu les championnats du monde de Tryon et les autres d'ailleurs? Je pense que toutes les années ont été très très différentes. À Tryon, quand j'avais 17 ans, pour moi, c'était un championnat du monde fun. Donc, c'était pour prendre de l'expérience, vraiment plus pour m'amuser en quelque sorte, même si voilà je me suis entraîné vraiment dur et j'avais pas cette idée de me dire il me faut une médaille, il faut que je sois dans les meilleurs, etc. C'était vraiment plus voilà, on y va, c'est cool déjà de pouvoir participer à un événement comme celui-là. Donc c'est vrai que j'avais pas du tout de pression à me mettre à ce moment-là. La pression est venue après. Donc déjà en 2015 parce que j'avais fait une bonne impression en 2014 à Caen et tout le monde s'attendait du coup à ce que je gagne les championnats du monde junior en 2015. C'était les premiers championnats du monde junior. Et au fait pour moi ça a été une année très 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 compliquée. Déjà au début de l'année en avril, j'ai eu mon cheval de tête que j'avais à Tryon qui est décédé d'un accident. Donc d'un accident très grave. Donc il s'était à l'entraînement, il avait fait un peu le con et puis il s'était fracturé un membre qui fait qu'on a dû l'euthanasier. Et la saison a été très très compliquée. J'ai commencé à voltiger sur un autre cheval les 2 mois qui ont précédé les championnats du monde junior. 2 semaines avant les championnats, le cheval était boiteux. Donc c'était un cheval déjà que je connaissais pas bien et donc du coup on n'a pas voulu prendre le risque de se dire voilà c'est un cheval qui peut-être ne passera pas la visite. Donc j'ai été dernière minute sur un cheval que je connaissais pas. Et ça a été très très dur, cette pression qui a été mise sur mes épaules en mode il faut qu'il gagne, il va gagner. Et ce manque de préparation que j'avais parce que je me sentais physiquement pas prêt, j'étais pas bien sur le cheval, j'avais pas eu le temps de bien me préparer comme il faut. Et puis donc ça a été un championnat, disons que j'ai été très en dessous de ce que j'étais capable de faire. Donc j'ai eu la médaille de bronze cette année-là, mais avec une certaine frustration de me dire que voilà, les choses sont pas passées comme je voulais. C'est, je pense, une certaine rage, enfin, une frustration qui s'est créée cette année-là, qui m'a fait au fait gagner en 2016. Donc c'est elle qui m'a fait au fait me dire ok c'est bon maintenant je vais vivre en France, je vais m'entraîner avec la Compagnie Noroc et je vais tout faire pour être meilleur. Et c'est là au fait où je me suis entraîné vraiment vraiment très très dur, où énormément de préparation physique, où j'ai énormément bossé sur mes programmes et une saison qui au fait s'est plutôt bien passée, un peu plus difficile au début parce que je me mettais avec le cheval, c'était un moment où voilà je me mettais un peu avec. Mais voilà une fin de saison où je me dis voilà maintenant je pourrais avoir une médaille, donc sans forcément avoir la médaille d'or, mais je pourrais au fait avoir une médaille et déjà pour une première année de senior ce serait juste incroyable. Et puis les choses ont fait que au fait j'ai gagné le championnat. Ça a été un championnat avec des hauts et des bas, donc une première manche qui était vraiment très très bien, un programme technique où au fait je repasse 3e parce que j'avais fait un programme où au fait j'avais encore cette pression, au fait je me dis waouh. Je suis premier après la première manche et puis j'ai perdu la concentration sur le 3e programme et je l'ai récupéré sur le dernier libre en gagnant de quelques millièmes, donc de très 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 près. Mais j'étais quand même à ce moment-là, j'ai énormément pris confiance de me dire voilà c'est ma première année de senior, personne n'a déjà gagné un championnat du monde lors de sa première année de senior. Donc c'est vrai que ça m'a donné beaucoup de confiance pour la préparation de 2018. Elle était, elle aussi, du coup, pas très simple, mais pour des raisons différentes, donc mentalement assez compliquée, parce qu'on a eu une année de préparation qui s'est pas passée exactement comme on voulait. Donc l'équipe a eu beaucoup de problèmes cette année-là. Ils n'ont pas pu concourir les jeux, il y a eu des arrêts aux entraînements, donc une très mauvaise ambiance d'entraînement jusqu'à que la fédération décide de ne pas envoyer l'équipe. Une atmosphère assez très compliquée au fait au quotidien à vivre. Mais
Au final, une préparation finale donc de championnat, les 2 derniers mois qui sont très bien passés avec les autres individuels. Et une compétition au début qui a été très très difficile aussi, due à cette pression encore une fois de se dire voilà, il va gagner en fait. C'est ça le pire, je pense. C'est quand tu arrives sur un concours et on dit voilà, c'est lui qui va gagner. Il y a une pression en fait énorme sur tes épaules de te dire voilà, tout le monde attend à ce que je gagne. Et cette deuxième manche au jeu, je pense que c'est à partir de ce moment-là où je me suis vraiment servi de mes échecs d'avant, donc de 2015 et d'une de ces manches par exemple, enfin en 2016, qui me font dire voilà, écoute c'est bon, tu mets cette pression-là de côté, tu t'es entraîné comme un fou pour préparer ces championnats-là, tu es capable de faire tes programmes, ton cheval il est bien, et puis voilà, c'est tout simple, tu peux le faire, profite, c'est ton moment, tu peux le faire, vas-y. Et c'est ça au fait que je me suis dit sur toutes les manches après et tous les concours que j'ai vécu à partir de la deuxième manche au championnat du monde de Tryon. Voilà, donc Tryon fini, on finit très beau championnat, part à la retraite, énormément d'émotions aussi sur les derniers passages parce qu'à chaque fois je me disais c'est le dernier programme libre que je fais sur Poivre, c'est le dernier programme libre que je fais sur Poivre, c'est la dernière fois que je voltige dessus, donc il y avait ce côté un peu très sentimental, ouais, qui fait que en fait on s'est transcendé sur les 2 dernières manches et on a repris la tête de la compétition, on a survolé le classement sur la dernière manche. L'année dernière, une année un peu compliquée aussi au début, mais pour encore une fois pour des raisons différentes, c'est qu'en fait Poivre il était allé à la retraite, donc il y a eu cette recherche du nouveau cheval et je commençais à voltiger un cheval suisse. Okay. Donc je faisais des allers-retours en Suisse, donc ça me changeait pas mal mon quotidien. J'étais plus en permanence au pôle, j'étais un peu au pôle, j'allais très régulièrement en Suisse, et puis donc j'avais des allers-retours assez fatigants aussi. Et les premiers concours qui se sont pas très très bien passés, donc j'ai gagné mes concours avec le cheval suisse, mais toujours à quelques millièmes, donc très très proche des autres, pas satisfait des programmes, un cheval très tendu, rapide, pas serein, et des championnats de France où je fais une chute sur mon premier programme libre. Donc en fait on se dit voilà, les championnats du monde, les championnats d'Europe c'est dans 1 semaine, ça va pas là, là ça va pas. Et puis beaucoup de gens qui me disaient est-ce que tu es sûr de vouloir aller sur ce cheval-là, c'est peut-être pas un cheval pour toi, il est peut-être trop compliqué. Et puis j'y crois jusqu'au bout, je me dis bah voilà, écoute, j'ai fait toute ma saison dessus, on a travaillé comme des fous, on y va, peu importe ce qui se passe. Et le cheval a été juste incroyable, il a été juste nickel sur les championnats d'Europe, qui fait qu'on a gagné toutes les manches. Imposé, premier libre à la Coupe des Nations, donc on fait médaille d'or en Coupe des Nations du coup, avec l'équipe et un autre individuel. Je gagne le programme technique et je gagne le dernier libre. Donc on gagne toutes les manches. Et ouais, je pense que c'est aussi cette compétition-là, elle se serait pas passée comme ça si j'avais pas eu ce bagage avant et cette préparation sur des gros concours à gérer cette pression en fait de devoir être bon dans des conditions difficiles. Et puis, cette année, on verra bien. Je prépare mon nouveau cheval que j'adore. Je pense que c'est le meilleur cheval sur lequel j'aurai jamais la chance de voltiger. Et on espère que le mieux pour la suite. C'est une des images quand on a préparé ton interview, puisque nous, on n'est pas très calé en voltige. On a regardé beaucoup en fait d'interviews de toi et on a regardé aussi tes programmes. Et c'est une image qui nous avait marqué. On t'a vu à Tryon. Alors je sais pas dans quelle partie de la compétition c'était, mais descendre et aller directement en fait embrasser ton cheval. Et oui. je me l'étais noté en me disant on sent tout de suite en fait que t'as vraiment une complicité avec ce cheval et c'est le premier geste que t'as fait en descendant en sachant que tu venais d'être médaille d'or en fait. Je pense que c'est les deux, enfin surtout sur le dernier libre, mais sur la dernière manche au jeu, donc le programme technique et le programme libre. On avait fait un début de compétition avec Poivre très crispé, en fait, en dessous de ce qu'on était capable de faire. Le cheval, il était pas très bien, il était tout tendu, enfin pas bien dans sa peau. Moi non plus d'ailleurs, donc ça marche souvent de pair. Si un n'est pas bien, l'autre il est pas bien, c'est comme ça. Et puis
la dernière manche, on s'est juste dit, voilà, écoute, le cheval, c'est la dernière fois qu'il est en compétition. On va en profiter. En fait, c'est un cheval juste génial. Il a tout donné. Donc, il avait une santé hyper fragile. Donc, on se dit, est-ce qu'on sera déjà capable d'aller jusqu'au bout de la saison? Est-ce que le cheval, il va tenir le coup? Donc, il a été juste incroyable. Ça a été un vrai guerrier. Il a fait le vol. Il a fait toute une saison où, en fait, il a été irréprochable. Et ce dernier libre, surtout, c'était une émotion immense parce que je me dis, voilà, on l'a fait, en fait. On s'est libéré de tout ce poids qu'on avait sur nos épaules et on a juste été beaucoup mieux que ce qu'on pouvait attendre. En fait, on a juste fait quelque chose de nickel. En fait, on a fait mieux que ce qu'on pouvait espérer faire. Et du coup, c'est vrai que là, tu me dis merci, quoi. Enfin, c'est grâce à toi aussi parce que si c'était pas toi, si c'était pas ce cheval-là, ça aurait pas été la même, je pense, pas la même manche, pas le même concours. Donc c'est vrai que la seule chose à laquelle tu penses à ce moment-là, c'est d'aller dans les bras entre guillemets de ton cheval et de le remercier d'avoir fait tout ça et de lui dire voilà, écoute, c'est fini maintenant. Maintenant, bah profite de ta retraite. Voilà. Et d'ailleurs, on s'était noté juste après, mais quand tu termines ton passage, alors là, il avait écrit dans les questions, t'es très ému, et en effet, je pense que c'est énormément de sacrifices. Comme tout sportif de haut niveau, t'as pas une vie tout à fait normale, beaucoup d'entraînement physique, etc. que tu mènes depuis plusieurs années. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un jeune qui voudrait faire la même chose que toi aujourd'hui? Est-ce que tu lui dirais que vas-y, fonce, c'est super ce que je fais, donc fais-le aussi? Ou est-ce que tu lui dirais, bah c'est dur et accroche-toi vraiment, quoi? Je pense que les deux. Ouais. Donc c'est sûr, il y a énormément de sacrifices, donc on n'a pas, je pense, cette vie sociale, par exemple, de tous les gens de mon âge qui peuvent avoir. Donc aller faire la fête, c'est un tient tout le temps, boire, déconner. Enfin, nous, c'est des choses qu'on peut pas vraiment faire, enfin qu'on ne fait pas. Et donc il y a énormément de sacrifices, d'être loin de sa famille, d'être dans un pôle où du coup, ben voilà, tu vois pas souvent tes proches, tu les vois pour les fêtes, tu profites un peu d'eux pour Noël, Nouvel An, mais puis tout le reste de l'année, tu es dans tes concours, dans ta saison, dans tes entraînements, tu vois pas beaucoup tes proches. Enfin voilà, il y a tout ce contexte hyper, cette hygiène de vie qui est hyper stricte et à laquelle il faut voilà s'y tenir. Mais je pense que ça en vaut vraiment la peine. Donc on vit juste des trucs extraordinaires, on vit des trucs incroyables, tous ces concours, de voyager à l'étranger. Donc à Tryon, quand on a voyagé avec les chevaux pour aller à l'autre bout de la terre pour aller faire un concours, participer à des championnats du monde, des grosses échéances. Tous les sacrifices qu'on fait, à la fin, ils nous sont rendus en quelque sorte. Donc on en profite que 1000 fois plus quand on arrive à gagner sur un championnat où voilà, on se dit j'ai pas fait tout ça pour rien et puis je me suis prouvé aussi à moi-même que j'étais capable de faire ces choses-là, de me dire voilà, on s'est entraîné pour ça au fait. Et quand ça se concrétise et que tu arrives à atteindre tes rêves d'enfant, c'est quelque chose je pense qu'il faut le vivre pour vraiment pouvoir en prendre conscience. Et c'est juste quelque chose que voilà, si quelqu'un veut le vivre, vas-y à fond. Tu disais tout à l'heure que tu avais un planning hyper chargé, d'ailleurs tu nous l'as détaillé, et ce qu'on n'a pas encore dit, c'est que en parallèle, tu es aussi étudiant en kiné. Ouais. Donc on sait que tu as bénéficié d'horaires aménagés, mais nous ce qu'on aurait aimé savoir, c'est pourquoi tu as décidé de continuer tes études alors que tu étais déjà sportif de haut niveau, que tu avais une carrière sportive extrêmement florissante. Est-ce que c'était important pour toi et pourquoi avoir fait ce choix-là? Non, c'est vrai que j'étais pas nul à l'école, donc j'étais pas mal à l'école, donc mes parents m'ont toujours poussé dans ce sens-là à préserver aussi ce côté académique, donc d'avoir un diplôme, des études dans quelque chose qui me plaît, mais de continuer mon cursus et de pas complètement l'arrêter. J'avais fait une année sabbatique en 2016 quand j'ai gagné mon premier championnat du monde. Et puis je me suis mis donc sur mes études de kiné pour avoir un diplôme aussi après, pour pouvoir aussi avoir autre chose que
que la voltige. Donc je le fais, c'est vrai, j'ai des horaires aménagés, donc je l'ai fait en 2 ans. Je suis beaucoup à distance, donc je vais que pour faire de la pratique en cours à Nantes. Mais tout le reste du temps, en fait, je reste ici et je travaille à distance. C'est vrai que je pense que j'aurais pu, pour le moment, vivre que de ma discipline, en donnant peut-être des stages ou pas, enfin, en restant que dans le domaine de la voltige. Mais ça me donne, d'un autre côté, un certain équilibre. En fait, je vois d'autres gens. Ça me fait, mettre ma tête aussi de temps en temps en dehors de la voltige. Sinon, on pense voltige, on mange voltige, on dort voltige. Et à un moment donné, je pense que c'est bien aussi de pouvoir déconnecter, faire autre chose, mettre ta tête dans un autre truc pour revenir encore plus frais et plus disposé dans ta discipline à toi. Et kiné, oui, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire après. En parallèle aussi, peut-être juste d'être entraîneur, ça me plairait bien. De rester, je pense, c'est pratiquement sûr que je resterai dans le domaine de la voltige après ma saison, enfin après ma carrière sportive à moi. Mais j'aurai cette double casquette aussi de me dire que je suis pas restreint et fermé qu'à la voltige. Voilà. Combien de temps environ un voltigeur peut vivre en tant que sportif de sa discipline? Parce que tu nous dis que après t'aimerais bien devenir entraîneur, donc ça c'est un élément qu'on ne connaissait pas, donc c'est top que tu nous le dises. Mais combien de temps est-ce que tu pratiques la voltige en fait? Jusqu'à quel âge? Alors ça dépend. En équipe, c'est possible de continuer un peu plus longtemps. Ouais. Donc c'est un peu moins physique parce qu'au fait chacun va jouer sur ses forces. Et en individuel, ce sont souvent des carrières qui s'arrêtent un peu plus tôt parce qu'on te demande d'être bon dans tous les domaines. On te demande d'être hyper rigoureux dans tout. Tu peux pas négliger un certain aspect de certaines figures de la voltige. En tout cas à ce niveau-là. Ce qui fait que on arrête entre 25 et 27 ans. Donc assez jeune quand même, mais je pense que c'est assez similaire à ce qu'ils font en gym, donc en gymnastique. Tu demandes énormément de contraintes, donc d'efforts à ton corps, et à un moment donné, tu sens que, enfin, je suis pas arrivé à là encore, mais je pense que tu dois sentir que, en fait, ton corps il suit plus le rythme d'entraînement et ne peut plus progresser autant qu'avant. Après, mon cas, il est un peu différent, donc il est un peu particulier parce que j'ai commencé à être au pic de ma forme jeune. Donc j'ai gagné mon premier championnat du monde à 19 ans et généralement on gagne des championnats du monde. Donc par exemple Jacques avant moi ou même Nicolas Andréani avant. Ils ont gagné leur premier championnat dans ces 25-27 ans, donc assez tard au fait. Donc moi je me suis dit que je continuais au fait encore après les Jeux de 2018, encore une année, enfin un cycle de Jeux équestres, donc jusqu'en 2022. On ne sait pas s'il y aura vraiment des Jeux équestres ou pas, mais en tout cas je me suis donné cette limite de me dire voilà, je continue pour un cycle de 4 ans, parce que je sais que j'ai encore énormément de marge de progression sur plein de choses à faire. Donc c'est maintenant des millièmes, des détails, mais j'essaie vraiment de me créer maintenant un propre univers, un style particulier qui fait en sorte que j'espère que dans 10 ans, 20 ans, les gens se rappellent de moi pour ce style ou ce truc que j'ai pu emmener à la voltige. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce qu'un cavalier d'équitation classique va faire des concours jusqu'à très tard. Enfin, on a interviewé Michel Robert qui a 71 ans et qui concourt encore aujourd'hui, alors que vraiment la voltige c'est très très court. Je pensais pas qu'on finissait aussi tôt. Du coup, finalement, ces moments-là, t'en profites pratiquement encore plus, quoi. Enfin, c'est vraiment comme les sportifs. Ouais. C'est ça, c'est sûr que 71 ans, je pense que je serais pas capable de faire encore ce que je fais à cheval. On a des saisons très courtes, des carrières très courtes, mais très très intenses. Mais physiquement, c'est assez épuisant. Donc, je pense que quand on arrive à la fin, on sait que on est sur la fin. Et mon choix à moi, c'est de me dire que j'ai pas envie,
après un début de carrière en senior qui est aussi bon, enfin de me dire que j'arrête quand je commence à être moins bon ou quand les concurrents commencent à être meilleurs que moi. Donc j'aimerais, ce serait mon rêve de pouvoir arrêter à mon top à moi, donc de me dire voilà, j'ai emmené le maximum de ce que je pouvais donner à ma discipline et maintenant je peux plus la donner plus. Et je m'arrête aussi en termes de compétition au top. C'est-à-dire j'ai pas envie d'attendre de faire les années de trop où tu finis à descendre et puis dégringoler du classement. Donc voilà, j'aimerais vraiment m'arrêter au top. Aujourd'hui, donc t'es quand même, tu disais, tu étais le plus jeune à gagner un championnat du monde. T'es multimédaillé. On espère que c'est pas fini. Et tu es très bien entouré et on voulait parler un petit peu de tes partenaires parce que justement tu es très jeune, tu as un palmarès incroyable donc forcément tu portes les couleurs des partenaires très haut. Aujourd'hui cet épisode on l'a enregistré comme on te l'avait dit en partenariat avec la Micelle. On aimerait bien comprendre quelle est l'importance des partenaires dans ton évolution et notamment de la Micelle. Qu'est-ce que ces partenariats-là t'apportent au quotidien dans la recherche de la performance ? Les partenaires, je pense à ce niveau-là, ils commencent à être très très importants. En voltige, pendant des années, au fait, on n'a pas été trop sous le feu des projecteurs. On cherchait pas, au fait, d'avoir des partenaires ou des gens qui nous accompagnent. Mais on est de plus en plus à cette recherche justement de faire que notre discipline elle soit un peu plus professionnelle. Donc on s'entraîne comme des professionnels à notre niveau. Et c'est vrai qu'on a besoin aussi de cet accompagnement de partenaires qui eux aussi sont professionnels. J'ai CWD depuis 2016 pour le matériel de voltige, donc le suinfé, le tapis, donc l'équipement propre en fait à notre discipline. Très important d'avoir un matériel adéquat pour aller au plus haut de tous les concours. Et la Micelle, au fait, je les ai contactés après les Jeux. Donc on était allé faire une photo au fait avec eux après avoir gagné en 2018 à Tryon. Et je les ai appelés en me disant ça marche ou ça marche pas. Voilà, j'aimerais avoir un partenaire comme vous pour avoir du matos pour mon cheval. Donc j'avais le projet d'avoir un nouveau cheval, etc. Et à la base j'avais presque pas de matos au fait. Et du coup je me disais voilà, c'est hyper important d'avoir un partenaire comme la Micelle, qui puisse nous donner le matériel qui va à la même exigence que ce que nous on demande à nos chevaux. Donc on peut pas se dire voilà, on se permet d'avoir un cheval qui concourt au plus haut niveau, auquel on demande énormément d'efforts et de travail, et d'avoir du matériel de pas bonne qualité. Pour moi c'est juste pas possible. Donc ils ont accepté ce deal, ce partenariat jusqu'à que j'arrête au fait, jusqu'à 2022-2023. Pour moi ils ont été irréprochables, enfin ils m'ont toujours donné le meilleur du meilleur du matos, donc ils ont toujours été vas-y, tu prends ce que tu veux, essaye les Combest. Donc ils ont une nouvelle gamme donc de Combest avec au fait il y a des fibres infrarouges, enfin c'est toute une technologie au fait qu'ils sont en train de développer et qui est juste top. Donc maintenant j'ai les bandes au travail de Combest, j'ai la couverture après les entraînements qui au fait permet au cheval de récupérer beaucoup plus rapidement. Les guêtres de repos Combest qui permet au cheval voilà, les tendons ils récupèrent beaucoup plus vite. Donc après le travail, quand ils sont un peu chauds, en fait, ils reviennent beaucoup plus vite à la température normale, ce qui permet d'éviter tous ces risques de tendinite et toutes ces blessures aussi de fatigue, etc. du cheval. C'est juste indéniable que aujourd'hui c'est hyper important d'avoir du matos comme ça. Et puis voilà, il y a ce petit côté un peu extra aussi, ce côté un peu chic parce qu'il nous donne, c'est vrai, toutes les couvertures de la gamme France, etc. Donc ça me permet de crâner un peu dans les écuries et dire voilà, mon cheval c'est le plus beau. Voilà, donc c'est hyper important. Merci beaucoup Lambert pour cette interview. On avait une dernière question où on te demandait quels étaient tes projets dans 10-15 ans, mais bon, je crois que tu y as un peu répondu quand même. J'avais une question qui me reste à l'esprit.
Tu nous disais donc, si on fait le bilan de cette interview, tu as 23 ans, tu es étudiant en kiné, tu es multimédaillé, tu as déjà une vision très précise avec des projections très précises de ce que tu veux faire pour la suite, les quelques années qui te restent dans ta carrière. Mais est-ce que tu as encore des rêves? Est-ce que j'ai encore des rêves? Oui, c'est sûr. Déjà, je pense que en ce moment, mon plus grand rêve, ce serait de gagner des championnats avec mon nouveau cheval. C'est la première fois, en fait, que j'ai vraiment un cheval que je débute, donc que je mets au haut niveau et avec lequel je vais concourir et finir, au fait, ma carrière sportive. Donc, en fait, c'est mon dernier cheval, en gros. Et j'arrêterai si l'année prochaine, il est pas bien. Enfin, ça devrait pas, mais si jamais il y a un problème et qu'il arrête, j'arrêterai avec lui. Donc je me dis voilà, c'est mon dernier cheval et j'aimerais vraiment en fait être au top avec lui et qu'on ait cette image au fait de quand on repense dans 10 ans qu'est-ce que tu te rappelles de Lambert, qu'on ait cette image de moi avec ce cheval sur des grosses échéances. Voilà. Donc ça c'est mon plus grand rêve, c'est sûr. Après on verra au fur et à mesure. Déjà je pense que c'est un grand rêve, donc si je le réalise, j'en aurai d'autres certainement. En tout cas, on te le souhaite. Et nous, maintenant, c'est sûr qu'on va te suivre dans tes prochaines échéances. J'espère qu'on aura aussi contribué à mettre un peu la voltige en lumière dans notre média. Et puis, nous, on te suit vraiment, franchement. On te souhaite tout le meilleur. On te souhaite tout le meilleur. Et en tout cas, on a vraiment adoré cet enregistrement. Donc, merci beaucoup d'avoir passé 1 heure de temps avec nous. Et, merci à vous. Et bonne chance pour la suite. Merci. On espère que cet épisode vous a plu. Vous pouvez retrouver la Micelle sur leurs réseaux sociaux où ils y sont très actifs et évidemment sur leur boutique en ligne rglamicelle.com. Mais aussi Lambert qui publie aussi très souvent des posts et stories où il prend plaisir à vous emmener dans son quotidien de sportif et de voltigeur. N'hésitez pas à nous faire part de votre ressenti sur cet épisode et vous pouvez aussi écrire à Lambert qui sera sûrement très heureux d'avoir vos petits commentaires. Dernière chose, comme vous le savez, vous pouvez continuer à nous soutenir via notre plateforme sécurisée et gratuite Tipeee. On se retrouve le 22 juillet pour le dernier épisode avant une petite pause. À très bientôt.